Il y a 3 barrages sur la rivière de la Paix et ils disent que ça ne va pas affecter le niveau de l'eau. Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. T'as juste à aller à Environnement Canada vérifier quel était le niveau de l'eau avant. Quand le barrage a été mis en place, l'eau a baissé. Notre peuple le sait parce qu'il a vécu dans la nature. Il a voyagé sur l'eau. Il allait chasser dans ses ruisseaux. Le balado Le Pacte de l'eau, deuxième partie. Le Pacte de l'eau est une réalisation de Radio Taïga qui examine l'entente sur les eaux transfrontalières du bassin du fleuve Mackenzie. Les 2 chercheurs du groupe de gouvernance et de politique de l'eau de l'Université de Waterloo soulignent aussi la faiblesse du budget du Conseil. Michael Miltenberger abonde dans le même sens. Le Conseil de bassin opère avec un budget annuel de 280 000 $ qui n'a pas augmenté depuis 1997. On écoute encore une fois Michael Miltenberger. So, it's in name, it looks good. The reality is, it's got no capacity to do anything. They can barely afford to meet. Sur papier, ça a l'air bien. La réalité, c'est qu'ils n'ont pas la capacité de faire quoi que ce soit. Ils peuvent à peine se permettre de se rencontrer, encore moins pour faire quoi que ce soit à travers le bassin versant du Mackenzie. L'argent vous donne la possibilité de faire davantage de travail. Actuellement, ils ne peuvent même pas faire le travail scientifique. Toutes les substances exotiques qui sont identifiées dans les ententes qu'il faut surveiller, que la plupart des systèmes de monitoring ne prennent pas en considération. Les acides naphthéniques, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, tous ces produits chimiques exotiques qu'il faudrait surveiller. Les systèmes de surveillance donnent à tout le monde le confort que les ententes sont suivies. La présidente du conseil de bassin du fleuve Mackenzie, Nadine Stiller, assure qu'il y a des discussions pour que ce budget soit augmenté. Le conseil a commencé de considérer comment augmenter ce budget et les discussions ont commencé, mais ça va prendre une période d'engagement et consultation parce que chaque ministère qui est un membre, qui est un signé de l'entente doit être en accord. Et c'est avec 5 gouvernements, c'est quelquefois, ça prend du temps de trouver le moyen et le consensus. L'autre problème identifié par Michael Miltenberger, c'est que le personnel du conseil de bassin ne possède pas les pouvoirs décisionnels nécessaires pour poser des gestes concrets. We could never once got a full meeting of the ministers of the Mackenzie Basin, even though we would gather. On n'a jamais pu avoir une seule fois une rencontre entière des ministres du bassin versant du Mackenzie. Même si les ministres de l'Environnement se rencontraient 1 ou 2 fois par année, on n'a jamais été capable de rassembler les ministres de l'Alberta, la Saskatchewan, les territoires du Nord-Ouest, la Colombie-Britannique et du Yukon ensemble pour parler du bassin versant du Mackenzie. Le conseil de bassin a un conseil d'administration, mais ce sont des bureaucrates. Ce ne sont pas des cadres supérieurs. Le conseil de bassin est rarement dans la position de faire quelque chose de substantiel. Nadine Stiller a une analyse différente du pouvoir du conseil. J'ai une autre perspective et je comprends ce qu'il a dit, mais c'est une entente qui a duré pour 25 ans. C'est un mécanisme de résoudre des problèmes. Et si on a besoin d'avertir les ministres, le conseil va faire ça. Et je pense le mécanisme et les fonctions de ce comité former une base fondamentale pour résoudre des problèmes. Le conseil ne sont pas un comité qui prend des décisions directement, mais c'est le bénéfice d'un comité comme ça, c'est que tous les représentants de tous les gouvernements ont une occasion de communiquer clairement concernant quelques enjeux. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas un exemple directement, mais c'est le bénéfice indirect, je dirais.
Par exemple, quand un ministre dans un territoire ou une province a quelques préoccupations, ils utilisaient l'entente pour communiquer avec leurs collègues dans une autre province et territoire pour faire leur point. Il y a une concern, il y a une préoccupation. Nous avons un commitment dans l'entente et les bénéfices, les avantages sont un peu indirects, mais ils sont évidents. On organise des réunions formelles 2 fois chaque année et ça démontre qu'il y a un commitment entre tous les membres. Si on a besoin d'une rencontre entre des ministères, probablement on va utiliser le Conseil canadien des ministères de l'Environnement. C'est un forum qui réunit les ministères de l'Environnement des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux du Canada. Et la raison pour laquelle on voudrait utiliser ce comité, c'est d'éviter la duplication. Alors, il y a un forum qui existe et si on a besoin d'organiser une réunion avec des ministres, on va utiliser un comité qui déjà existe. Miltenberger avance que des parties de l'entente devraient être retravaillées. For example, groundwater. Groundwater everywhere is a big issue that is not... Par exemple, en ce qui concerne les nappes phréatiques qui sont plus ou moins bien cartographiées et méconnues, un problème qui n'est pas spécifique au bassin versant du Mackenzie. Les nappes phréatiques sont une grosse problématique sur laquelle la science n'est pas claire. La plupart des juridictions ne font pas de cartographie des nappes phréatiques. Elles n'ont pas d'idée de la superficie des aquifères, de l'importance des prélèvements qu'on y fait. Rapport d'ArcticNet, publié en mars 2025, comprend d'ailleurs plusieurs recommandations pour établir un réseau de surveillance des eaux souterraines au TNO et au Yukon, dans un contexte de réchauffement climatique et de fonte du pergélisol qui pourrait provoquer des accumulations de contaminants. Les impacts de l'industrie pétrolière. Les activités pétrolières en Alberta et hydroélectriques en Colombie-Britannique permettent d'éprouver la valeur des ententes entre les provinces et les territoires. L'industrie pétrogazière consomme énormément d'eau. Selon un reportage de Radio-Canada, le volume d'eau que cette industrie est autorisée à utiliser en Alberta a augmenté de plus de 70% dans les 15 dernières années. En 2024, c'était plus d'1 milliard de mètres cubes qui étaient utilisés. L'eau et d'autres matériaux se retrouvent dans ce qu'on appelle des étangs de rétention ou encore des bassins de résidus. Les résidus fluides des sites de sable bitumineux dans la région de l'Athabasca étaient estimés à 1486 millions de mètres cubes en 2023. Ils contiennent entre autres du plomb, de l'arsenic et du mercure. Des fuites, évidemment, il y en a. Il y en a eu au projet de sable bitumineux Curled d'Imperial Oil près de Fort McKay en 2022. Ça a pris 9 mois avant que l'organisme de réglementation d'énergie, l'Alberta Energy Regulator, la rende publique. L'année suivante, toujours à Curl, 5,3 millions de litres s'échappent de l'étang de rétention pour finir dans l'Athabasca, donc dans le bassin du Mackenzie. Encore une fois, l'Alberta tarde à divulguer la fuite. Le ministre de l'Environnement des Territoires du Nord-Ouest de l'époque, Shane Thompson, déclare qu'un tel agissement viole l'entente bilatérale avec l'Alberta et demande à rencontrer son homologue d'alors, Sonia Savage. Toujours en 2023, toujours en Alberta, la pétrolière Suncor déverse dans un affluent de l'Athabasca 6 millions de litres d'eau usée, excédant de 66 mg par litre la limite permise. L'Alberta Energy Regulator est actuellement dirigé par un ancien président de compagnie pétrolière et n'a pas une excellente réputation. On lui reproche
une approche biaisée, des inspections défaillantes, des amendes timides. En 2024, suite à une de ces décisions, l'Association des médecins pour l'environnement a affirmé que l'organisme de réglementation était complice et corrompu. En février dernier, c'est le chapitre albertain de la Société pour la nature et les parcs du Canada qui dénonce une contravention de 9 000 $ imposée à la compagnie CST Canada Coal pour avoir déversé dans un affluent de la rivière de la Paix un volume estimé à 8 945 kilos de fines de charbon sans avertir le gouvernement dans les temps requis. Un groupe de travail couronne autochtone sur les effluents des mines de sable bitumineux a été formé, mais son influence sur le terrain reste à démontrer. Michael Miltenberger se prononce sur les fuites des bassins de résidus. The reality is the tailings ponds have been leaking since they've been built, but the communication issue, everybody gets upset because we find out things in the paper. Le problème, en réalité, c'est qu'il y a des fuites depuis que les étangs sont construits. Mais avec les problèmes de communication, tout le monde se fâche parce qu'on apprend dans le journal. C'est un problème. L'entente, c'est d'avoir un contact constant, qu'il n'y ait pas de surprise. Il y a peu d'attention sur les ententes transfrontalières dans les hautes sphères. Les territoires du Nord-Ouest sont très attentifs. L'Alberta a beaucoup d'autres problèmes, alors il n'y attache pas la même urgence, la même importance. Si l'eau qui sort de Fort McMurray coulait vers Edmonton et Calgary, je gagerais jusqu'à mon dernier dollar qui ferait plus attention à ce qui se passe à Fort McMurray. Leurs citoyens n'accepteraient pas d'avoir cette pollution constante dans leur eau. Et on ne permettrait pas à toutes les compagnies pétrolières de s'en tirer avec le genre de réglementation qui est en place. Elles dépensent plus d'argent à justifier les accidents et les fuites qu'à régler les problèmes. J'ai demandé à John MacDonald si l'attitude de l'industrie pétrolière le rend pessimiste pour la santé du bassin versant. Well, I think they're going in the right directions. I mean, they're starting to reuse water and that they take out of the river. They're starting to treat it better in the tailings, so they're getting less tailings. Je pense qu'ils vont dans la bonne direction. Ils commencent à réutiliser l'eau qu'ils prennent dans la rivière. Ils commencent à mieux la traiter dans les bassins de résidus, alors il y a moins de bassins et plus d'eau réutilisable. Dans certains des vieux sites, 90% de l'eau était inutilisable après. C'est énorme. Maintenant, ils la réutilisent. Je ne sais pas quel pourcentage, mais c'est beaucoup. Par contre, ils pensent que l'eau est assez bonne pour la remettre dans la rivière. J'aimerais ça les voir en boire un verre avant. S'ils le font, je leur dirai « OK, vous pouvez verser ça dans la rivière ». C'est bien de voir qu'ils essaient de travailler avec les groupes autochtones et les groupes environnementaux. Pour aller de l'avant, il faut préserver l'environnement et s'assurer qu'il est utilisable pour les générations futures. Jerry Cheesy parle aussi des étangs de résidus avec une colère vraiment palpable. What they should be doing is they should be moving those tailings ponds as far away from the river as possible. Why they never thought of that before? I don't know. I can't understand it. Ils devraient bouger ces étangs de résidus aussi loin de la rivière que possible. Pourquoi ils n'ont jamais pensé à ça? Je ne le sais pas. Je peux pas le comprendre. C'est toxique, ça va tuer les gens. Nos gens meurent de cancer qu'ils n'ont jamais eu avant. Et la même chose avec nos poissons, nos canards et nos oies qui meurent dans ces étangs de résidus. Ils devraient renforcer la loi et rendre ces compagnies plus diligentes dans la façon dont elles font des affaires. Parce qu'elles vont s'en laver les mains. Elles vont s'en laver les mains à la fin du jour comme elles l'ont fait à la mine Giant. Elles ont fait faillite et ensuite elles ont dit « Ah, c'est pas notre responsabilité ». Maintenant, le gouvernement du Canada va devoir veiller à ce problème de trioxyde d'arsenic pour les 1000 prochaines années. Ça va arriver ici aussi. Les impacts des barrages hydroélectriques. L'autre infrastructure qui a le potentiel d'avoir des impacts
et qui inquiète depuis longtemps plusieurs personnes en aval, c'est le nouveau barrage Site C sur la rivière de la Paix près de Fort St. John. La rivière de la Paix coule de la Colombie-Britannique vers l'Alberta, où elle forme la rivière des Esclaves. Elle donne son nom au delta Paix-Athabasca, qui est un des plus grands deltas d'eau douce intérieure du monde. Avant le site C, sur la rivière de la Paix, il y avait déjà le barrage Peace Canyon, puis le barrage Bennett, qui est entré en opération en 1968. Son réservoir, le lac Williston, est le 7e plus gros au monde, avec 70 km3. Le réservoir du barrage Site C est vraiment plus petit, mais il a quand même 83 km de long. Il a fallu inonder 5500 hectares de terre pour l'ériger. Selon des données du GTNO citées par Cabin Radio, le Site C va avoir peu d'impact sur le niveau de l'eau et les écosystèmes aquatiques en aval parce que c'est un type de barrage qu'on appelle au fil de l'eau. Cependant, l'ancien ministre de l'Environnement des Territoires du Nord-Ouest, Michael Miltenberger, manifeste un certain scepticisme face à la nature alléguée du barrage. It's a huge dam that holds back a massive reservoir of water in addition to what's already held back by the Bennett Dam. C'est pas un barrage au fil de l'eau. C'est un énorme barrage qui va avec un immense réservoir d'eau qui s'ajoute à celui du barrage Bennett. Bien sûr que ça affecte les choses. Le delta Paix-Athabasca, qui est un des plus gros au monde, est en train d'être détruit. Il s'assèche parce qu'il n'y a plus de cycle naturel. Il n'y a plus d'inondation printanière. Ce qui arrive est que de temps en temps, quand la Colombie-Britannique relâche de l'eau, et ça peut être n'importe quand selon leurs besoins, la terre change, comme tu peux le voir à Fort Chipewyan. Alors quand tu combines les niveaux de l'eau avec la sécheresse, la perte des précipitations et la diminution de la neige dans les montagnes, pas besoin d'être un hydrologue pour savoir que tu peux pas mettre plusieurs barrages de cette ampleur sur un cours d'eau sans avoir d'effet, particulièrement des effets cumulatifs. Quand nous avons conclu ces ententes, personne ne pouvait anticiper à quelle vitesse la température grimperait, combien il y aurait de sécheresse et que les glaciers fondraient si vite. Dans la prochaine décennie ou à peu près, les glaciers qui alimentent l'Athabasca seront disparus. On va passer d'une rivière qui recevait un flot constant venant des montagnes à une rivière qui s'abreuve de pluie au printemps. Quand j'étais au gouvernement, ils sont venus de Colombie-Britannique pour nous dire qu'ils allaient de l'avant avec le Site C et que les impacts n'iraient pas plus loin que 12 ou 15 km en aval. Je les ai regardés et je leur ai dit « Êtes-vous fous? Il va y avoir un impact tout le long jusqu'à l'océan Arctique. » M. Miltenberger rappelle que l'eau peut être une cause de belligérance et que les ententes sont nécessaires pour éviter les affrontements. L'Éthiopie et l'Égypte sont en sérieux conflit par rapport au grand barrage de la Renaissance, construit par l'Éthiopie sur le Nil, en amont de la Somalie et de l'Égypte. De leur côté, malgré leurs ententes, les États-Unis et le Canada ont des conflits à propos de la rivière Milk en Alberta, de la Elk et du fleuve Columbia en Colombie-Britannique. La situation pourrait s'envenimer. Des médias de plus en plus nombreux rapportent que l'actuelle administration républicaine a des visées prédatrices sur les cours d'eau qui lient les deux pays. Because there's not enough water, and if the people that have the headwaters can just unilaterally build a dam because they need the water, then where would we be? Parce que s'il n'y a pas assez d'eau et que les gens qui possèdent la source des cours d'eau peuvent unilatéralement construire un barrage parce qu'ils ont besoin d'eau, où on s'en va? C'est là que les guerres commencent. Au Moyen-Orient, ils ont le Tigre, le Jourdain et l'Euphrate. Ils ont des traités. Ils doivent garder l'eau dans les cours d'eau, autrement les peuples vont entrer en guerre. Ils doivent laisser l'eau couler entre l'Inde et le Pakistan. Quand les glaciers de l'Himalaya seront fondus, il va y avoir du trouble. Il y a déjà du trouble. L'Inde pourrait dire « on garde toute l'eau », mais le Pakistan a des bombes nucléaires. L'Alberta n'a pas assez d'eau. Ils essaient d'avoir le plus d'électricité possible. Ils ont d'énormes problèmes de sécheresse, comme en Saskatchewan et même au Manitoba. Alors oui, tout le monde surveille les rivières et l'eau qui coule d'une juridiction à l'autre, parce que leur vie provinciale en dépend, comme nous. L'Alberta a aussi un projet de barrage de 330 MW appelé Amisk sur la rivière de la Paix. John McDonald, qui est gestionnaire de l'environnement au conseil métis de Fort Smith, et Jerry Cheesy, qui travaille sur le dossier de l'eau à la Nation des Nés, sont tous les deux pessimistes face à l'innocuité du site C. On écoute d'abord M. McDonald et ensuite M. Cheesy.
It's scary, for sure. I know they say that it's not going to have impact downstream. C'est sûr que c'est épeurant. Ils disent que ça n'aura pas d'impact en aval, mais je trouve ça dur à croire. Pour moi, le problème est que l'industrie ne se préoccupe pas autant de l'aval qu'elle le devrait. Mais elle s'en préoccupe tout de même. Une partie de notre financement vient du gouvernement de l'Alberta. C'est un programme pour surveiller les impacts des sables bitumineux et nous sommes le premier groupe à l'extérieur de l'Alberta à recevoir du financement. There's 3 dams on the Peace River and they're saying that it's not going to affect the water levels? I mean, I don't know how stupid they think we are. Il y a 3 barrages sur la rivière de la Paix et ils disent que ça va pas affecter le niveau de l'eau. Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. T'as juste à aller à Environnement Canada vérifier quel était le niveau de l'eau avant. Quand le barrage a été mis en place, l'eau a baissé. Notre peuple le sait parce qu'il a vécu dans la nature. Il a voyagé sur l'eau. Il allait chasser dans ces ruisseaux. Et partout où notre peuple allait auparavant, il ne peut plus y aller qu'à pied. Alors le niveau de l'eau a vraiment baissé partout. Et maintenant, ils disent « Ne vous en faites pas avec ça, ça va pas vous affecter. » Ben, c'est un mensonge. Un mensonge. Les Dénés sont très préoccupés par ça parce que la majorité de notre peuple dans les communautés du Mackenzie vit sur le fleuve Mackenzie. Et nous sonnons l'alarme depuis plus de 30 ans et personne ne fait attention à nous. Ils nous disent « L'économie, l'économie, l'économie ». Personne n'est préoccupé par la santé du fleuve. Le gouvernement ne prend pas ça au sérieux. Ils veulent les redevances pour le développement. Ils s'occuperont des problèmes environnementaux plus tard. De la même façon qu'à Yellowknife, il y avait 2 mines d'or, la Giant Mine et la Conn Mine. Ils n'ont jamais dit aux gens que le sous-produit de la transformation de l'or était le trioxyde d'arsenic. Maintenant, il y en a des tonnes sous les pieds. Comment s'entendre ? Les ententes signées n'empêchent pas qu'il y ait des divergences ou des litiges sur les façons de les lire. Comment règle-t-elle les différends? Le gouvernement des territoires du Nord-Ouest m'a répondu que l'entente est basée sur l'engagement de chaque partie de coopérer en toute bonne foi. S'il y a une dispute, les parties doivent travailler ensemble pour en arriver à une entente. Elles peuvent faire des études ou des enquêtes en utilisant la science et ou le savoir traditionnel, établir un autre comité, etc. Si ça ne fonctionne pas, le dossier est présenté au ministre de l'Environnement des parties. Le gouvernement des TNO m'a dit n'avoir utilisé qu'une seule fois un processus de résolution de dispute depuis que l'entente a été signée. Ça a été initié par le GTNO, justement en lien avec les fuites qu'on évoquait précédemment, celles d'Imperial Oil et de Suncor. Nadine Stiller, présidente du conseil de bassin, partage son analyse des processus. L'objectif est de résoudre les problèmes de manière coopérative et harmonieuse. Et dans la période quand j'étais la directrice ou la présidente, il n'y avait pas de conflit qui a requis la résolution parce qu'on trouvait une manière de collaborer et de trouver la solution en coopération. Alors, quelquefois, il y a des petits conflits et nous sommes bien gérés ce type de conflit, mais il n'y avait pas dans les dernières 6 années une raison pour laquelle de soumettre un problème, un conflit à un plus haut niveau. Quand j'ai demandé à M. Miltenberger quels étaient les mécanismes de règlement de conflit, il a été plutôt évasif. Il m'a répondu qu'amener un dossier de ce type-là en cours, c'était ouvrir une boîte de Pandore. Il m'a donné comme exemple le traité numéro 8, signé en 1899, qui est encore débattu devant les tribunaux. The legal system protects the status quo. What the politicians can do, politicians can write the laws.
politicians can make the agreements. Le système légal protège le statu quo. Ce que les politiciens peuvent faire, c'est écrire des lois. Ils peuvent faire des ententes qui vont changer le monde, pas les tribunaux. Les tribunaux n'écrivent pas de politique publique, ils interprètent ce qui existe. C'est la partie frustrante. Et les seuls qui font de l'argent sont les avocats. Mais s'il y a une urgence et que les premiers ministres s'unissent, ils peuvent faire des choses étonnantes. Sauf que normalement, ils finissent par se disputer. Pour M. Miltenberger, qui est actuellement membre du Forum for Leadership on Water, FLO, les règlements sont aussi forts que la volonté politique de les mettre en application. Je lui ai demandé si, selon lui, l'Alberta respectait l'entente bilatérale avec les TNO sur la qualité et la quantité de l'eau dans le bassin versant. Well, in their opinion, and their political position is that they are. Of course, ours is that we have to do better, that we're not, that there's too much damage being done in northern Alberta and there's too much pollution. Leur position politique, c'est qu'ils la respectent. La nôtre, c'est qu'il faut faire mieux, qu'il y a trop de dommages causés dans le nord de l'Alberta et qu'il y a trop de pollution. Mais c'est leur juridiction. L'Alberta va dire la même chose qu'on dirait au territoire du Nord-Ouest. Vous n'avez pas le droit de venir ici nous dire quoi faire. Pour régler un litige, selon M. Miltenberger, il faut jouer le jeu, être vigilant et négocier. Jerry Cheesy, qui a été candidat à la chefferie de la Nation d'Aînés en 2024, n'a pas une autre opinion de l'entente de bassin versant. I haven't read it in its entirety. What I'd done when I was chief and we were attending an environmental assessment of that, there was a oil sands project that they're trying to start. It would have been the largest oil sand project ever. J'ai pas complètement lu l'entente, mais quand j'étais chef, il y avait un projet de sable bitumineux qui aurait été le plus gros jamais construit. On a fait une évaluation de l'entente transfrontalière pour voir s'il y avait quelque chose dedans qui aurait pu nous servir à protéger la rivière. Nos consultants nous ont dit qu'il n'y avait rien dedans qui pouvait nous aider. C'était le balado Le Pacte de l'eau, deuxième partie. Ce balado vous est présenté par Médiaténois, le média francophone des territoires du Nord-Ouest. Script, recherche et entrevue par Denis Laure, réalisation Benjamin Lavigne, à la production Cécile-Antoine Maisonnade, Maxence Jaillet, Nicolas Servel et Giovanni Imidi, avec les voix de Christian Roy, Louis Macomber et Alexandre Baudin. Un merci très spécial à Juliana Hortelib.